Bonjour et bienvenue sur le plateau Village Semence avec la France agricole. Aujourd'hui, nous allons parler du pois protéagineux, culture dont les bénéfices agronomiques et environnementaux ne sont plus approuvés et qui pourtant a connu et connaît une certaine décroissance, tant au niveau du rendement que des surfaces. Alors, à l'heure du plan protéine, à l'heure de l'agroécologie, nous allons nous demander pourquoi le pois protéagineux est l'une des rares cultures dont le rendement a diminué et dont les surfaces se sont écroulées. Alors pour répondre à cette question, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau Monsieur Jean-François Herbomez, responsable du programme de sélection des pois protéagineux chez KWS Maumont. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors en visio, nous aurons la joie aussi d'entendre Madame Véronique Biernès, responsable du programme protéagineux chez Terrinovia. Bonjour madame. Bonjour. Et enfin, nous entendrons aussi Monsieur Brice Volin, agriculteur dans l'Yonne et producteur de pois protéagineux. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Biernès. D'où vient-on au niveau du pois protéagineux? Que s'est-il passé depuis 30 ou 40 ans? Vous me parliez dans la préparation de cette émission de l'âge d'or du pois, de la belle époque du pois. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce sujet? Oui, alors en fait, le pois protéagineux s'est principalement développé du début des années 80 jusqu'au début des années 2000. Donc, dans cette période-là, on a assisté à une augmentation importante des surfaces et des rendements. Donc à cette période, le pois était cultivé plutôt dans le nord de la France, dans des sols profonds, à forte réserve en eau, et avec un climat qui était assez frais et humide. Et en parallèle, on avait aussi toute une batterie de solutions phytosanitaires qui permettaient de contrôler quasiment tous les bioagresseurs. Donc, dans cette période, on a augmenté les surfaces jusqu'à 730 000 hectares en 1993 et les rendements moyens étaient autour de 50 quintaux hectares dans les années 2000, avec des pointes à 70 quintaux par hectare. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 2000, avec le retour fréquent des surfaces de pois, on a assisté à l'apparition d'une maladie racinaire, Aphanomyces, qui a malheureusement beaucoup affecté les rendements et fait abandonner de nombreuses parcelles fortement contaminées par ce champignon qui provoque cette maladie racinaire et un dépérissement des plantes. Donc suite à cette période-là, on a aussi assisté à un déplacement des surfaces de production, puisque en fait le pois s'est surtout décalé en fait vers la zone intermédiaire où les sols sont un peu plus superficiels, et donc le pois de printemps est plus souvent confronté, plus fréquemment confronté, surtout ces dernières années, à des stress hydriques intenses et plutôt précoces, de plus en plus précoces. Voilà, et donc en parallèle, on a aussi essayé de développer le pois d'hiver, toujours dans la zone intermédiaire. Donc c'est une zone qui est en fait en transversale sur la France, qui s'étend des Barrois de l'Est jusqu'au Poitou-Charentes, en passant par le Berry. Mais tous ces sols superficiels ne permettent pas au pois d'hiver comme de printemps d'atteindre des potentiels de rendement très très élevés. Voilà, donc ça explique quand même en grande partie l'évolution des rendements, qui était positif jusqu'en 2000 et après qui effectivement a diminué jusqu'à aujourd'hui. D'accord, donc changement climatique, maladie, changement de terre, donc les rendements ont baissé. On va peut-être pouvoir voir un graphique des chiffres de Terrinovia. On voit l'évolution du rendement avec une bascule dans les années 2000. Monsieur Brice Volin, vous cultivez des pois sur votre exploitation. Quelle place ont à cette culture et comment vous voyez l'avenir sur cette culture au niveau des rendements? Oui, tout à fait. Je produis des pois sur l'exploitation. Je suis arrivé à produire des pois depuis qu'on a des problèmes sur le colza. Faut aussi expliquer que on a besoin de tête d'assolement et le fait de ne plus pouvoir produire de colza depuis 3 années m'oblige à trouver des solutions. Et une des solutions, c'était le pois protéagineux.
pour limiter la culture de maïs et de tournesol sur l'exploitation. Et donc depuis, là c'est la 4e année que je refais des pois. Et la meilleure année, j'ai plafonné en dessous de 50 et la plus mauvaise environ 20. Et donc là, on est sur une moyenne qui est aux alentours de 35-36. C'est une petite surface sur l'exploitation, elle représente moins de 10% à l'heure actuelle. D'accord. Et monsieur, donc avec des rendements qui sont quand même plutôt assez faibles, monsieur Herbomès, comment vous l'expliquez au niveau de la génétique? Est-ce que la génétique a une part importante de responsabilité dans cette baisse des rendements? Que s'est-il passé depuis une trentaine, quarantaine d'années au niveau de la génétique? Oui, si on reprend un petit peu l'historique du pois protéagineux, donc Véronique l'a bien expliqué, une grosse demande dans les années 80. Donc une création de la recherche variétale avec quelques petits programmes, mais un gros développement de plusieurs acteurs, surtout sur le pois de printemps à l'époque. Donc les grandes étapes clés, il y avait les années 80 avec les pois feuillus, on est parti sur du pois à filat. Dans les années 90, sans perte de rendement à l'époque, mais il y a eu aussi certainement l'évolution des régions, l'évolution des surfaces, peut-être aussi les rotations un peu courtes. Et dans les années 2000, une baisse d'intérêt de la production du pois au niveau des surfaces de culture en France. Et à l'époque, on nous a demandé d'avoir des pois avec une bonne tenue de tige pour la récoltabilité, parce qu'avant c'était un peu un problème. Donc quand on était dans les terres du Nord, c'était pas un souci. Comme ça s'est un peu délocalisé dans des régions à cailloux ou autres, les pois qui étaient affaissés à la récolte, c'était compliqué pour la récolte. Donc peut-être que de ce fait de feuillus à filat et peut-être monotige, on a peut-être génétiquement eu peut-être pas un recul, mais en tout cas un arrêt du progrès génétique qu'aujourd'hui, je pense qu'on a retrouvé. Donc après, il y a eu les années 2000-2010 avec beaucoup de recherches malgré des budgets restreints sur le pois de printemps, mais aussi sur le développement du pois d'hiver. Et je pense qu'aujourd'hui, on est revenu sur une stabilité des rendements, une régularité des rendements interannuels et autres. D'ailleurs, une étude avait été faite il y a quelques années entre comparer les anciennes variétés et les nouvelles variétés. On voit que le progrès génétique est là. Donc aujourd'hui, oui, il y a la Phanomyces, il y a certainement les zones de production qui posent problème, mais peut-être le changement climatique, c'est compliqué à dire. Je pense qu'il faut travailler sur les stress et les multistress, mais j'en reviens un petit peu à ce que je vous ai dit. Baisse des surfaces, budget restreint, moyens limités en recherche, même s'il y a beaucoup de choses de faites, mais voilà quoi. On peut pas du jour au lendemain répondre à tous les stress. Après, il y a aussi beaucoup de changements au niveau agronomie, au niveau des matières actives, des insectes. Les insectes, c'est devenu un très gros problème. Voilà. Peut-être que ça peut expliquer plusieurs choses. Alors du coup, là, cette un peu décroissance du poids serait entre autres due, vous l'avez dit, à un manque de moyens. Il y a quelques mois, il y a le gouvernement et particulièrement le ministère de l'Agriculture qui ont annoncé un plan protéines pour remédier à cette décroissance du poids comme d'autres protéagineux. Qu'est-ce que vous pensez de l'application de ce plan ? Pour moi, ce plan protéines est très intéressant. C'est pas le premier plan protéines, ce sera certainement pas le dernier. Il faut aider à essayer de structurer cette culture, enfin les protéines végétales. Je trouve dommageable dans ces plans de relance qu'elles soient vraiment pas mutualisées. C'est des actions par secteur ou par niveau, et je suis pas sûr que à la fin ce soit vraiment bénéfique à la culture, parce que chacun travaille un peu de son côté, je dirais. Donc je pense qu'il faudrait de la production aux utilisateurs, en passant par tout ce qui est recherche, stockeur, organisme collecte et ainsi de suite, structuration du marché, j'en sais rien. Mais je pense que mettre des moyens sur telle ou telle chose, ou telle des actions sur tel ou tel secteur sans que ce soit coordonné, je suis pas sûr du retour sur l'investissement de l'État. C'est mon avis. Vous évoquiez donc un aspect multifactoriel dans les problématiques autour du poids. Madame Dernès, est-ce que vous avez le même constat au niveau des causes vraiment de cette diminution, on va dire, des rendements, et comment vous voyez l'avenir? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce poids reprenne toute sa place? Alors,
Je dirais qu'on a quand même des notes positives. Donc, Monsieur Arbomez a effectivement retracé un peu l'historique de la sélection. Ceci dit, depuis 2-3 ans, on constate quand même l'arrivée de variétés nouvelles qui portent des caractères intéressants. Comme il l'a dit, effectivement, on a beaucoup amélioré la tenue de tige. Donc, on a maintenant des pois qui résistent bien à l'averse, qui se récoltent mieux. Mais maintenant, on constate des progrès plus sur le rendement, sur d'autres critères comme la teneur en protéines. Donc là, effectivement, ce sont des variétés qui peuvent offrir des possibilités nouvelles. Et également, on a inscrit des variétés qui présentent une moindre perte de rendement en situation contaminée par Aphanomyces. Donc là, c'est le résultat de travaux de recherche de longue haleine. Et donc, on voit enfin apparaître les fruits de cette recherche. Donc ça, c'est un point positif. Là aussi, pour la meilleure maîtrise de Aphanomyces dans les parcelles, on a un outil qui vient d'être mis au point et qui permet, compte tenu de l'historique de la parcelle et également du type de sol, de savoir si la parcelle est en situation risquée ou pas. Et donc, ça permet justement de mieux gérer le risque Aphanomyces. Donc, je pense que ça, c'est un outil qui sera vraiment très utile en complément des variétés pour vraiment aussi essayer de retrouver du rendement et retrouver des surfaces en pois. D'accord, donc il y a plusieurs raisons d'espérer dans cette culture, plusieurs outils qui pourront être déployés dans les années à venir. Brice Volin, pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour que sur votre exploitation le pois revienne avec une part de l'assolement importante? Qu'est-ce que vous attendez un peu de que ce soit des instituts de recherche, des sélectionneurs? Du rendement pour conditionner du chiffre d'affaires, bien sûr. Des plantes qui soient faciles à suivre. Je pense qu'on va toujours rester quand même sur des potentiels de 20-25% maximum des assolements, parce que sinon on ne pourra pas, entre les récoltes qui tombent en plein été avec les céréales, c'est pareil, ça conditionne aussi l'implantation. Je pense que c'est un ensemble. Sur une rotation, elle a toute sa place au niveau agronomique pour casser les cycles. Je pense qu'on peut continuer à espérer sur les pois si on arrive à avoir une génétique qui soit forcément plus performante. D'accord. Donc encore aussi de votre côté des raisons d'espérer. Monsieur Jean-François Arbomez, comment vous voyez l'évolution de la recherche en pois protéagineux sur les 15 prochaines années pour répondre peut-être au message d'espérance que lançaient Véronique Bernès et Brice Volin? Oui, je vais pas répéter ce qui a été dit. Oui, aujourd'hui, comme Véronique a dit, on arrive quand même avec une génétique de stabilité de rendement. Il y a encore des progrès à faire. On a quand même des caractères qui commencent à s'extérioriser sur certaines Aphanomyces ou autres. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même qu'on travaille beaucoup le multistress. Donc pour ça, il faut des moyens. Donc en recherche publique, il y a quand même beaucoup de moyens mis par l'INRAE au niveau de la recherche, au niveau du pois protéagineux. Dans les privés, tout le monde, je pense, y croit. Juste peut-être trouver des moyens d'augmenter les budgets de recherche pour aller un peu plus vite et faire plus de choses. On sait qu'aujourd'hui, pour avoir des budgets, il faut des surfaces, et sans les surfaces, on n'a pas de budget. On est des entreprises privées, on est là pour aussi gagner de l'argent, donc le retour sur investissement, il faut qu'il soit là. Et moi, je pense que je reviens un petit peu par rapport au plan protéines. Je pense qu'il faut, alors je sais pas, créer peut-être un système pas de filière, mais en tout cas travailler tous ensemble pour que le pois ait un intérêt au niveau des utilisateurs, dans des volumes, mais dans une régularité de récolte et de régularité de volume et de qualité, évidemment. Donc je pense que si on est là, tout le monde y retrouvera son compte, et je pense que automatiquement ça avancera. Donc la génétique n'est pas le seul facteur. Pour moi, le seul facteur, il faut vraiment un travail peut-être supplémentaire de filière. Il faut rendre la culture intéressante. Elle est intéressante agronomiquement, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Le monsieur, je ne me souviens pas du nom, mais l'agriculteur le dit, dans les rotations, elle a beaucoup d'intérêt pour casser les cycles, herbicides, insecticides et autres. Donc il n'y a pas grand-chose. Et avec un rendement moyen, il ne faut pas forcément rechercher des rendements très élevés, mais un prix, une marge. Et à partir de là, tout le monde va s'y retrouver, et automatiquement, ça aura de l'intérêt pour la filière. D'accord, donc trouver un prix, une marge. Notre émission touche bientôt à sa fin. Véronique Bernès, peut-être pour conclure, est-ce que le pois protéagineux reste une plante d'avenir pour vous ?
Oui, alors pour poursuivre ce qu'a dit Jean-François Herbomez, en fait, jusqu'à il y a peu, le poids était surtout dédié à l'alimentation animale. Maintenant, on voit arriver des nouveaux débouchés en alimentation humaine. La demande en protéines végétales est très forte, donc ça devrait quand même permettre au poids de trouver sa place dans ce contexte. D'autre part, le plan protéines, une des missions est vraiment d'essayer de structurer les filières, hein, effectivement, mettre autour de la table tous les acteurs de l'amont, de l'aval, effectivement, essayer de structurer les filières pour assurer un volume et une quantité et une qualité également qui soit adapté aux besoins des utilisateurs. Donc oui, effectivement, ça c'est un point très important. Oui, donc encore un travail de structuration de filière. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous trois d'avoir pu participer à cette émission, à cette recherche d'informations sur le poids protéagineux, donc qui reste une culture d'avenir, hein, si je vous comprends bien, avec un certain travail. Voilà, merci de nous avoir suivis sur le plateau Village Semence avec la France Agricole, et à bientôt.